Donc, le docteur Heinrich Habich et le docteur Biancavic sont allés en prison pour plus de 3 ans. Les conditions étaient excessivement lourdes et traumatisantes. Ça laisse des séquelles psychologiques et ces médecins ont heureusement été libérés après 2/3 de leur peine. Parce qu'il y a eu aussi une mobilisation importante par les médias indépendants et à la suite de Vierzon, avec des journalistes, des associations, nous avons lancé une campagne d'écriture à la ministre de la Santé en Allemagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons interviewer Andreas Pfeiffer. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était aux Rencontres citoyennes internationales de Vierzon. Il avait traduit l'interview d'un médecin allemand, Ronald Wickel, j'espère que je prononce bien son nom, qui avait quelques soucis avec la justice suite à sa position pendant la période Covid. Andreas est quelqu'un de très engagé. Nous allons faire un point sur toutes les actions qu'il mène, qu'il accompagne. Bienvenue à Andreas. Bonjour Estelle. Bonjour, qu'est-ce que ça fait plaisir de te revoir. On s'était vu janvier-février 2026, hein. Donc plusieurs mois se sont écoulés. Tu avais fait la traduction de l'entretien avec le docteur Ronny, alors comment on prononce, parce que tout à l'heure je l'ai mal prononcé. Wickel. D'accord, je disais Ronald Wickel, mais son surnom c'est Ronny, tout le monde l'appelle Ronny. Ronny Wickel. Alors est-ce que tu peux rappeler quelles problématiques il rencontrait à ce moment-là et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ce monsieur? Le docteur Ronald Wickel, il est gynécologue et il fait partie des 1000 médecins en Allemagne qui ont été poursuivis pour leur opposition au narratif officiel pendant la période Covid. Donc, il a créé très vite, avec le professeur Sucharit Bhakdi, l'immunologue mondialement connu, une association de médecins et de scientifiques indépendants. Donc, ils ont créé un site, ils ont organisé des conférences, ils ont manifesté très vite leurs doutes par rapport aux mesures d'imposer le masque qui n'a aucun sens, qui laisse énormément d'effets indésirables. Et bien entendu, ils se sont interrogés très vite sur le vaccin qui était en cours de préparation et ils ont opposé leur analyse scientifique à des mesures qui semblent être précipitées, perverses et dangereuses pour la population. Donc, il y a aussi à Vierzon la docteure Monika Jiang qui était là, qui fait partie des médecins poursuivis. Et pour résumer, parce qu'il y a beaucoup de destins très difficiles, c'est une violence, une brutalité qui s'est acharnée à ces médecins qui sont des lanceurs d'alerte, hein, en fait. C'est des procès politiques qu'on a engagés contre eux. C'est des perquisitions des maisons. C'est des convocations au tribunal jusqu'à 50, 60 audiences. Donc, ils ont été drainés, ils ont été poussés vers la ruine parce que ça veut dire que des frais de justice au-delà de 100 000 euros. Ils ont été condamnés lourdement, c'est-à-dire suspendus pendant 3-5 ans, c'est-à-dire radiés. Ils ont payé des lourdes amendes et il y en a qui sont pas allés en prison, mais ils ont la prison avec sursis et ils ont un casier judiciaire. Et donc, ils ne peuvent plus, pour certains, ne plus exercer leur métier. Il y en a, et je remercie énormément Nexus d'avoir publié une excellente interview avec le docteur Ronald Wickel. Il y en a 2 qui sont allés en prison, c'est-à-dire le docteur Heinrich Habich
et la docteure Bianca Witschel, qui ont, comme les autres, ils ont alerté, ils ont agi uniquement selon leur liberté de thérapie qui est dans la constitution allemande. Ils ont fait des contre-indications au port du masque et à l'injection, après consultation. Ils ont bien la liberté et ils ont travaillé selon leur conscience. Donc, ils ont été condamnés tous les deux. Le docteur Ronny Weick et Monika Diang étaient poussés aussi par le procureur d'aller en prison. Ils ont contourné en deuxième ou troisième instance la prison. Mais il y a beaucoup de médecins qui devaient aller en prison, exigés par le procureur. Donc, le docteur Heinrich Habich et le docteur Bianca Witschel sont allés en prison pour plus de 3 ans. Donc, c'était d'abord 1 an et demi, 476 jours pour Dr. Bianca Witschel de détention provisoire et ensuite une condamnation de 2 ans et 8 mois. Pour le Dr. Heinrich Habich, c'était même plus lourd. C'était d'abord 16 ou 18 mois de détention provisoire et après plus de 3 ans de prison ferme. C'était d'abord 5 ans. Mais ça a été vu en appel à 3 ans et 2 mois. Donc, ils ont été mis en isolement. Ils avaient en partie, le docteur Bianca Witschel, pas le droit d'appeler l'avocat, pas le droit de contacter la famille. Les conditions étaient excessivement lourdes et traumatisantes. Et ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles psychologiques. Et ces médecins ont heureusement été libérés après 2/3 de leur peine. Donc, ça veut dire qu'ils étaient quand même tous les deux plus de 3 ans en prison, parce qu'il y a eu aussi une mobilisation importante par les médias indépendants et à la suite de Vierzon, avec des journalistes, des associations, nous avons lancé une campagne d'écriture, d'écrit à la ministre de la Santé en Allemagne, Nina Wagen, pour dire que c'est totalement illégal, c'est hors la loi d'emprisonner des médecins qui ont, heureusement qu'ils étaient là, qui ont aidé leurs patients, qui ont sauvé du monde aussi avec leur prudence vis-à-vis de l'injection. Donc, il y a beaucoup de personnes, et j'aimerais les remercier officiellement, très chaleureusement, tout le monde qui a participé à la campagne d'écrit à la ministre de la Santé en Allemagne, Nina Wagen, qui a une lourde responsabilité aussi pour maintenir ces médecins en prison. Et il y a beaucoup de citoyens en France, en Belgique, en Luxembourg, qui ont écrit des courriers. Et nous avons communiqué aussi toutes les interviews. C'était réalisé par Nexus, BAM, par Nicolas Bouvier, par Dépêche Citoyenne, par KTV et d'autres, au ministre de la Santé en Allemagne pour dire attention, on sait ce qui se passe au niveau de la poursuite des médecins et vous êtes hors cadre légal et il faut que l'Allemagne revienne dans un état de droit qui respecte les droits des médecins. Donc, ils ont été libérés. L'Allemagne ne va pas dire c'est grâce à la mobilisation ou c'est en raison de la mobilisation, mais ça contribuait, même s'il existe en Allemagne une loi qu'on peut libérer quelqu'un aux 2/3 de la peine. Mais ça poussait fort aussi par derrière aussi des États-Unis, merci beaucoup à Robert Kennedy Jr. Quand tu remercies Robert Kennedy Jr., qu'est-ce qu'il a fait exactement? Ben, c'est une pièce clé dans l'affaire parce que le 10 janvier de cette année, il a écrit parce que les médecins qui étaient poursuivis et les médias indépendants ont informé Robert Kennedy de la poursuite
de l'emprisonnement des médecins en Allemagne pour avoir exercé la liberté de thérapie. Il a écrit à Nina Wagner, la ministre de la Santé en Allemagne, et il a fait aussi une vidéo pour dire toute sa consternation par rapport à ce traitement des médecins qui travaillent selon leur liberté de conscience et qui travaillent surtout selon le code de Nuremberg et le serment de l'Assemblée mondiale de médecine de 1949. Donc, ces médecins œuvrent pour le bien-être de leurs patients, ils ont bien le droit. Donc, Nina Wagner, la ministre de la Santé en Allemagne, elle a répondu, elle a dit que ça n'existait pas. Ça n'existait pas la poursuite des médecins en Allemagne et c'est uniquement, on poursuit ceux qui ont triché. Donc, ça veut dire que c'est un gros mensonge. Ce sont des menteurs au gouvernement allemand qui ne reconnaissent pas. Et donc, juste pour démontrer ces mensonges-là, le 19 août, donc dans quelques jours, le docteur au médecin, un autre médecin poursuivi, il passera au tribunal de Leipzig en Allemagne de l'Est. Donc, c'est bien réel. Il est poursuivi par la Cour fédérale en Allemagne, par la plus haute instance juridique. Il risque la radiation, il risque, comme les autres, les sanctions très lourdes. Donc, ça continue et grâce à la mobilisation dans l'arrière-boutique aussi par Leland Lerman. Leland Lerman est un des bras droits des conseillers de Robert Kennedy. Il est venu en Europe. Il y a une journaliste, Kerstin Heusinger, et aussi Katja Wörmann, l'avocate Rainer Fulmich, l'ont accompagné. Et il s'est fait une image très, comment dire, très claire de l'emprisonnement de Dr. Rainer Fulmich, l'avocat, et aussi de Dr. Bianca Witschel. Donc, il sait de quoi il parle, Robert Kennedy, parce qu'il a des informations très détaillées de la poursuite de ces médecins. Donc, il joue un rôle important et c'est pour ça que je le remercie très, très chaleureusement. Quand tu dis qu'il y a 2 médecins donc, qui ont été emprisonnés sur tous, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Quels ont été les chefs d'inculpation pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Il y a des reproches juridiques qui relèvent, par exemple, du paragraphe du Code civil 278. C'est Dr. Monika Witschel, Monika Young, et aussi Dr. Ronnie Weichel a été poursuivi pour cela, puisque, par exemple, pour une contre-indication au port du masque, il faut consulter, il faut convoquer le patient. Par contre, il est légitime, il est tout à fait coutume en Allemagne, quand une maman vient au cabinet et qui dit ou qui confirme avec un certificat médical que son fils ou sa fille a de l'asthme, et bien entendu, les médecins qui ont une conscience vont prescrire une contre-indication au port du masque parce que ça porte encore plus atteinte. Et ce qui est gravissime, ce paragraphe du Code civil relève de la législation des national-socialistes. C'est un code, un paragraphe de 1940. C'est une prostitution, c'est une prostituée qui a porté plainte contre un médecin parce que elle n'a, ou ce que la justice reproche, ce que le médecin n'a pas ausculté, n'a pas convoqué cette prostituée, et il a simplement certifié qu'elle est absente de maladie vénérienne. Donc, on fait référence à des lois durant le Troisième Reich, et là, je me demande à quel point l'Allemagne est tombée bas, parce que il y a énormément de lois qui garantissent la liberté d'exercer
selon sa propre conscience, et on ne peut pas être jugé par rapport à une législation des années les plus sombres de l'Allemagne. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Parce que donc cet article de loi qui est encore en cours dit qu'il faut convoquer les personnes, les avoir face à face avant de faire un certificat. Oui, c'est-à-dire... Et donc, des médecins auraient fait des certificats de contre-indication de masques à des personnes non présentes dans leur cabinet, et c'est ça qu'on leur reproche, et que c'est ça qui mérite la prison? Oui, voilà, on en est là. On en est là. Ils ont fait aussi des contre-indications à l'injection, mais c'est ça. Et normalement, personne, comment dire, c'est coutume entre les médecins. La plupart des patients étaient présents. La plupart étaient là, ils ont été auscultés, ils se sont entretenus avec le médecin. Mais, par exemple, plusieurs médecins ont fait des centaines, voire des milliers de contre-indications au port du masque, et pour un petit nombre, ils ne pouvaient pas voir le patient. Donc, c'était un parent qui est venu pour un enfant, par exemple, ou c'était par consultation qu'ils ont établi la contre-indication. Et ça, c'est selon leur expérience, leur connaissance, c'est tout à fait légitime et c'est habituel en Allemagne de procéder comme ça. Et donc, pour ça, ils ont, et aussi pour des certifications de vaccination, ils ont été convoqués, d'après des perquisitions très lourdes de leur maison, ils ont été convoqués de nombreuses fois aux tribunaux avec des sanctions lourdes, avec des clôtures de comptes pour certains. Ils ont perdu leur maison. Il y en a qui sont dans une ruine financière et c'est très dur aussi. Et ces médecins, ils voient aussi qu'ils n'avaient très peu de soutien de leurs confrères, de leurs consoeurs médecins, et ils ont été déchirés par la presse mainstream. Et très peu, heureusement qu'il y a des médias indépendants qui ont contribué à la reconnaissance des actes tout simplement médicaux de ces médecins, normaux, des actes pour aider les patients, mais ils ont payé très lourd leur détermination et leur conscience. Alors, contre-indication, donc majoritairement pour le masque, contre-indication pour la vaccination. Est-ce qu'ils ont également fait de faux passes, ces médecins? Des faux passes ou des... Oui, certains aussi, ils ont fait des certificats de vaccination. Il y a aussi, par exemple, Biancavic a fait des contre-indications au test PCR parce que on sait très bien l'inventeur du test PCR, Meurice, un prix Nobel, il a dit le test PCR ne sert à rien pour une analyse de diagnose, une analyse diagnostique. Donc, ils ont quand même, avec leur savoir, protéger les patients parce que les tests PCR peuvent abîmer aussi la barrière entre, je ne sais plus comment ça s'appelle, encéphalo, oui, qui peut toucher qui peut toucher aussi le cerveau. Donc, et pour ça, ils ont payé très, très, très cher. Hein. Donc, pour ceux qui sont convaincus qu'il était, que le vaccin était ultra efficace, que c'était la seule façon de sauver les gens, ben pour ces gens-là, effectivement, ces médecins allemands sont des criminels en puissance. Mais il s'agit de croyances. Il s'agissait à l'époque de croyances. On n'avait pas toutes les données. Aujourd'hui, on a davantage de données. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore légitimer? Est-ce qu'on peut encore accepter par rapport à tous les chiffres qui sont en train de sortir?
Est-ce qu'on peut encore accepter que des médecins soient mis au pilori comme ça? C'est la question que je pose. Et puis quand bien même, on peut avoir, pardon, j'ai un petit coup de gueule qui vient là, on peut très bien être médecin, être pro-vaccin. Il y a vraiment des médecins qui sont mais vraiment adeptes des vaccins. Ok. Mais pourquoi ceux qui sont adeptes des vaccins ne laisseraient pas s'exprimer ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont étudié la question autrement, d'ailleurs peut-être davantage qu'eux dans certains cas. Pourquoi on ne laisserait pas cette liberté de soigner? C'est ça qui est en jeu là, c'est la liberté de soigner comme on l'entend. Il faudrait qu'on obéisse au gouvernement pour utiliser des méthodes de soins pour tout le monde les mêmes. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce que les gens, avant que ça recommence, parce que ça risque de recommencer un jour, est-ce que vous vous rendez compte qu'on interdit à certains médecins d'exercer comme ils le souhaitent? Si un médecin estime que c'est dangereux, donc c'est un menteur? C'est un criminel? S'il estime que c'est dangereux, quand même, c'est qu'il se base sur des données. Il est pas fou. Et puis s'ils sont plusieurs en plus. Pardon, excusez-moi. Il fait chaud, c'est la canicule, la chaleur exacerbe certaines émotions, mais... Ouais. Pardon. Tu poses une excellente question, Estelle. Et c'est une question clé qui va se poser le 19 août, donc dans quelques jours, devant la Cour fédérale, la plus haute juridiction allemande, lorsque le docteur Ometza est convoqué. Toutes les données sont là. Tout est sur la table. Et le dernier, petite allusion aux États-Unis, de toute cette escroquerie autour de l'injection, le docteur Tony Fauci est grillé actuellement devant la commission de santé en Allemagne au Sénat. Il refuse de répondre. Par contre, le président de la commission, Rand Paul, a confisqué son portable. Il en ressort de l'analyse du portable que le docteur Tony Fauci, qui a donné le feu vert à toutes les femmes enceintes de se faire vacciner, injecter, savait très bien depuis fin janvier 2021, parce qu'il parle avec la nouvelle directrice du CDC, Walensky, il dit il y a quand même des risques et la possibilité que la deuxième injection génère une tempête de cytokine chez les femmes enceintes. Donc, ça met la femme enceinte en danger et aussi le bébé, et ça peut expliquer éventuellement des fausses couches. Donc, c'est absolument criminel ce qui s'est passé. Et aux États-Unis, les commissions d'enquête sont beaucoup plus sérieuses qu'en France. Donc, et deuxièmement, les juges connaissent les révélations des protocoles de l'Institut Robert-Koch qui ont été cachés au public allemand. C'est un institut sous tutelle du ministère de la Santé en Allemagne, et ces protocoles révèlent exactement à l'intérieur l'inverse, ce qui a été communiqué à l'extérieur. À l'intérieur, les scientifiques et médecins allemands ont noté par écrit qu'il n'y a aucun sens de faire porter le masque, c'est dangereux. En plus, il n'y avait aucune autorisation par le ministère de la Santé de porter le masque en population générale. Et le masque laisse pour les enfants et pour tout le monde des effets indésirables, des symptômes excessivement graves. En février 2021, le protocole révèle que les médecins allemands savaient que le vaccin est inefficace. Ils ne connaissaient ou pas efficace, ou efficace, ils ne savaient rien. Ils ne connaissent pas l'efficacité. Ils ne connaissent pas les effets à long terme. Donc, de recommander ça, c'est absolument criminel. Et deuxièmement, on connaît maintenant les traités, les contrats Pfizer qui ont été publiés après des combats en justice aussi à Liège, à Bruxelles. On connaît le paragraphe 4, l'article 4, paragraphe 1. C'est marqué
on ne connaît pas l'efficacité, ni la sécurité, ni les effets à long terme. Et maintenant, avec tout ce qui a été communiqué à l'extérieur, qui ont poussé des gens à se faire injecter, il devrait y avoir, comment dire, beaucoup de colère et aussi d'interrogation. Et est-ce que la plus haute juridiction allemande va se baser sur la science ou sur la religion et les croyances? C'est ça. Est-ce qu'ils vont continuer ce narratif officiel qu'il faut? Tout le monde le sait. Et tout médecin maintenant qui prend encore une seringue pour injecter contre le Covid, il s'expose à des poursuites pénales parce que tout est là. Et ça, c'est-à-dire, il faut le suivre. Mais j'ai très confiance dans les médecins qui réclament absolument une reconnaissance aussi juridique, une réhabilitation de ces poursuites. Ils ne vont pas les lâcher. Ils ne vont pas les lâcher et j'espère qu'un jour, il y aura une véritable commission d'enquête en Allemagne. Actuellement, il y en a une, mais qui n'est pas contraignante juridiquement pour poursuivre les responsables et pour les trahir en justice. C'est ça la question et ça continue et après quelques années, on est encore là. Alors, là, quelles sont les prochaines étapes et que peuvent faire les auditeurs? Voilà, on est en France, mais il y en a peut-être qui nous écoutent ailleurs. Que peuvent faire les auditeurs là, maintenant? Parce que là, il y avait une campagne pour écrire à la ministre. Et là, comment on fait? Est-ce qu'on peut aider encore? Grâce à la venue de Ronny, du docteur Ronald Weichel, il y a un pont qui se crée actuellement entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire, je vais revenir aux médecins poursuivis. Ils ont un grand site web, le MWGFD, les médecins scientifiques pour la santé, la liberté, la démocratie. Ils publient aussi des portraits des médecins poursuivis en France et ailleurs, par exemple le docteur Michel Procureur, qui a été en première instance lourdement sanctionné avec une amende de 50 000 euros, poursuivi aussi par la caisse primaire d'assurance maladie de payer 250 000 euros. Il ne pouvait plus exercer son travail et voilà, traîné devant la justice. Le dernier verdict est revenu un peu à la charge qui était très lourde. Donc, c'est une sanction de plusieurs milliers d'euros qui est beaucoup moins lourde, mais par contre, il reste inéligible. Il ne peut plus exercer son métier. Et il a aussi, selon sa conscience, la liberté de thérapie, Sauver du monde, c'est un lanceur d'alerte. Ils sont publiés aussi sur le site en Allemagne. Et il y a d'autres médecins qui vont être repris. Il y a aussi une coalition qui va se faire, une coopération au niveau des vaccins pédiatriques. Ça veut dire que le docteur Ronny Weichel, il l'a expliqué aussi dans les interviews, il fait partie du groupe de travail qui œuvre pour la liberté vaccinale. Il coopère avec la Ligue nationale pour les libertés vaccinales, avec Revav, c'est un très bon travail. Et cette coalition vise à informer des parents avec des flyers, des documents. Ils ont un groupe de scientifiques de très haut niveau qu'ils ont envoyé aux juges, aux députés, aux sénateurs pour informer. Le public français peut s'interroger par exemple, sur la nécessité de vacciner nos enfants avec le garde d'asile contre le HPV. Donc là aussi, je suis enseignant, j'ai assisté à ça. L'éducation nationale fait transiter des documents de propagande où il n'y a pas de source, pas d'auteur, pas de date. Il n'y a aucune étude randomisée qui montre que ce vaccin apporte quoi que ce soit. Et quand on écoute des documents un peu plus documentés,
les docteurs Gérard et Nicole Delépine, on voit que ce vaccin est inutile, il est dangereux, il y a énormément d'effets secondaires, voire des morts, attestés par la plus haute pharmacovigilance américaine, par le VERS et d'autres. Et là où ils ont appliqué la campagne massive en Suède, en Angleterre, en Australie, le vaccin a augmenté. Donc, mais ce vaccin rapporte très cher à Big Pharma. Donc, j'ai envie de dire à l'éducation nationale et aux parents, écrivez-leur et dites, mais faites un débat. Invitez un médecin pour, un médecin contre. Et c'est ça l'échange scientifique. Mais je l'ai toujours dit, on m'a toujours censuré. Je l'ai dit, et l'éducation nationale a déraillé totalement aussi, parce que moi je suis enseignant, mais je ne veux pas le bras droit de Big Pharma. Et moi, je sais par des enfants, des filles qui sont confiées à moi, mes anciens élèves, ils ont les effets secondaires du garde-asile. Ils sont handicapés à vie, certains. Et je sais aussi par la bonne documentation de Revav, il y en a qui en meurent. Et là, je me dis, notre première mission, c'est la sécurité dans l'éducation nationale, hein, mais on est là pour, comment dire, mettre un cadre protégé pour les enfants. On l'a complètement perdu parce qu'on ne fait que répéter un discours pseudo-scientifique, inavéré, avec des documents, mais qui sont des documents de propagande. On ne parle pas des effets secondaires. Donc, écrivez tout simplement et participer aux actions. Il y a, par exemple, Denis Agré qui a lancé aussi une pétition pour la liberté vaccinale. Et le docteur Ronnie Weichel, ils ont réussi quand même à être convoqués maintenant en septembre au Parlement allemand, à la Commission de santé, parce que leur pétition a obtenu autour de 40 000 signatures. Ils vont débattre du seul vaccin pédiatrique obligatoire en Allemagne, c'est la rougeole. Et on peut s'imaginer, même avec un peu de bon sens, que les dégâts qui sont engendrés par le cocktail de 11 vaccins obligatoires en France. Donc 15 maintenant. Ils sont champions, ils sont champions du monde dans ce domaine de tromper la population. Et il faut que les gens se renseignent aussi, s'appuient sur des études de Big Deltree. Big Deltree, le journaliste indépendant qui a sollicité le docteur Marcus Servos, le docteur Marcus Servos, pro-vaccin, a analysé les bénéfices des vaccins par rapport aux enfants. Et ce docteur a fait une étude sur 10 ans en analysant 20 000 enfants, 2 000 n'étaient pas du tout vaccinés, donc il avait une étude, un groupe placebo, et l'étude qui est restée au secret montre très bien que les enfants non vaccinés sont en bien meilleure santé, ils achopent beaucoup moins de maladies chroniques, et ça c'est un médecin pro-vaccin qui a révélé ça. Donc, j'invite les parents à être critiques, à ne pas croire ce qu'on leur dit et à faire leur propre recherche. Donc voilà, c'est ce pont qui se fait entre l'Allemagne et la France dans ce domaine-là des vaccins pédiatriques. Alors, tu viens de parler de pont. Alors moi, pour ceux qui suivent Nexus depuis des mois, voire des années, ils doivent se dire « Ah là là, elle sort toujours la même rengaine ». Mais pour l'instant, je ne trouve pas de volontaire. Donc, je vais refaire un appel. Nous, on a envie de faire des débats passerelles comme ça. En tout cas, moi, j'en ai très envie. Donc, si vous êtes un médecin et que vous êtes persuadé que tel vaccin est hyper efficace et vous êtes un médecin, vous êtes persuadé que non, on fait un débat, on le pose sur la table, il n'y a pas de piège, il y aura certaines règles à respecter, c'est-à-dire on se respecte, on ne s'insulte pas, on ne s'invective pas, on le prépare en amont bien, voilà, avec des données bien précises. Voilà, on fait pas de l'impro parce que parfois quand c'est de l'impro, on n'a pas les chiffres ou on se trompe dans les chiffres ou on oublie telle donnée. Et on fait sur tel sujet un débat passerelle avec le point de vue chacun. Et j'aimerais bien voir ce qu'il en ressort de ça. Est-ce que chacun va tirer enseignement de l'autre?
Est-ce que chacun va faire évoluer son point de vue ou est-ce qu'on va se rendre compte que l'un a raison et l'autre non? Mais faisons-le. Donc, chez Nexus, là, moi, je suis prête à inviter sur un plateau un médecin qui est pro-vaccin à fond, sans jugement, vraiment en étant la plus neutre possible, même si moi, j'ai certaines convictions, mais peut-être que mes convictions aussi vont être ébranlées, qui sait. Voilà, donc si vous êtes partant, vous pouvez nous écrire à journaliste, donc tout en minuscule et au singulier, @nexus.fr. Donc, au lieu de dire, ouais, Nexus, complotiste, moi j'ai un copain d'enfance, vraiment on était au collège ou au lycée ensemble, je sais plus, lycée, on va dire donc un copain d'adolescence, on s'est retrouvés, il m'a, banni sur Facebook à l'époque du Covid, quand je commençais à enquêter, à faire des articles. Au lieu de discuter, il m'a banni. Il m'a dit, de toute façon, ça sert à rien de discuter avec les complotistes. Vous êtes sûr de ce que vous avancez. Vous n'avez aucune donnée. Vous êtes des fous. Enfin bref, je caricature, je simplifie ce qu'il m'a dit, mais en gros, c'était ça. Donc, même lui, je peux pas le contacter pour lui proposer un débat passerelle. Donc, voilà, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. On n'est pas des fous. On n'est pas des étroits d'esprit. On n'est pas des illuminés. On veut se baser sur des données, sur des faits. Bien sûr qu'on a des ressentis, mais on ne va pas se baser que sur nos ressentis. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. On n'est pas les méchants complotistes fermés d'esprit. Aujourd'hui, je sais pas, Andreas, tu réveilles en moi quelque chose, là. Je me lâche. Je vais te raconter une anecdote. Oui, mais... Il y a l'association NEC, Mergiture 17, à Saintes, qui a organisé une excellente journée de conférence le 4 juillet de cette année, avec d'excellentes interventions de Giuseppe Trito, le président de l'Académie mondiale de biomédecine. Il y avait Corinne Lalo, il y a Sylvain Tiffen Pinsol et d'autres. Il y avait aussi le docteur Ronnie Weike. Il devait y avoir un débat. Donc, NEC Mergiture a eu l'excellente idée d'inviter les médecins de plateau, tous ces bonimenteurs, Molimar, Megarban, Delfrécy, oui. Benoît Hellebaude, le directeur général de l'ARS Aquitaine, et il devait avoir un entretien, c'est-à-dire un échange d'idées pour, au niveau des injections, bien entendu, au niveau de la santé. Mais personne n'est venu. Personne n'est venu. Pourtant, Corinne Lalo a brillamment par la suite commenté et elle s'est appuyée sur des extraits de vidéos de leur part pour commenter leurs légers aveux et surtout leurs contradictions et leurs incohérences par rapport au vaccin. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils savent, au fond, qu'ils ont participé à cette escroquerie criminelle, si ça les avoue, ou ils restent dans leur religion. Mais à un moment donné, on voit bien que le vent commence à tourner et commence à tourner sérieusement. Et ils ne peuvent pas s'avouer qu'ils ont mis en danger leurs patients, qui sont co-responsables aussi pour des millions de victimes, des faits indésirables et aussi de morts. Et là, ils n'ont plus d'arguments parce que tout est basé sur une histoire, sur la pandémie. Et Rainer Flumig, il a toujours dit, le vaccin n'était pas inventé pour lutter contre le Covid. Le Covid était inventé pour mettre en place le vaccin. Et on voit que c'est toutes les données surtout aux États-Unis, que c'est une bioarme qui était mise en place. Tout était élaboré aussi avec le ministère de la Défense. Tout était des années avant, était planifié, cette pandémie. Et ces médecins n'ont pas d'arguments et c'est pour ça qu'ils refusent d'échanger. Alors, on en a eu certains ou certaines, on va dire une, hein, parce que je dis certaines comme s'il y en avait plusieurs, mais il y en a une pour l'instant. Comment elle s'appelle déjà? Karine
en France. Lacombe. Voilà, Karine Lacombe. Alors sa réponse, quand on était allé la rejoindre, quand elle avait été auditionnée au Conseil de l'Ordre des médecins, elle nous avait fait un beau doigt d'honneur. Alors j'ai failli en faire un pour joindre l'acte à la parole, mais je m'abstiendrai d'en arriver là. Ouais, un très beau doigt. Alors, si jamais Karine Lacombe nous écoutait, même si elle nous a fait un doigt, franchement, moi, je suis prête à pas lui en tenir rigueur. Vraiment, qu'elle vienne en plateau. Peut-être qu'elle nous méprise, qu'elle se dise, mais c'est même pas la peine de parler à ces gens-là. Peut-être qu'elle est persuadée de ce qu'elle avance aussi. Hein. Peut-être que chacun est persuadé de ce qu'il avance. Qui sait? Surtout, comme elle touche beaucoup d'argent par Big Pharma, elle a des conflits d'intérêts énormes, elle a intérêt à y croire parce que c'est aussi pour son confort personnel. Hein, ça pourrait... Karine Lacombe, je ne pourrais pas l'excuser parce qu'elle fait un doigt d'honneur à des victimes. Et quand on connaît les histoires des victimes, d'un victime ou de Verity ou d'autres, Alain Maupas qui courageusement avec Mathieu Dubois relate les histoires très très douloureuses des victimes et aussi des souffrances, et ils se battent très très fermement pour la reconnaissance des victimes et pour faire avancer aussi la législation et aussi les prises de conscience des tribunaux aussi, qu'on ne peut pas s'appuyer sur un discours qui n'est pas scientifique, qui était uniquement politique, pour nous imposer une pandémie afin de vendre des milliards de doses. Et par contre, tu as raison. Moi-même, j'ai été écarté par l'éducation nationale pendant à peu près une année. On m'a traîné devant les conseils de discipline. J'étais aussi au tribunal correctionnel et au tribunal administratif. Parce que j'ai laissé le choix aux élèves de porter le masque, et j'ai demandé aussi aux élèves de se renseigner sur l'utilité des injections. Je suis toujours allé dans mes convocations nombreuses au rectorat avec des livres, avec des documents, parce que j'ai toujours cru qu'on peut échanger, on peut discuter. Et je tiens un chapeau à le professeur Zoukari Bakdi, qui a défendu les vaccins pédiatriques à l'université devant ses étudiants. Et maintenant, il dit, mais je me suis trompé, je m'excuse, j'ai donné des fausses informations. Et il revient en arrière. Et le professeur Christian Perron, qui était le vice-président de l'OMS sur la grande Europe de 48 pays, il aussi, il est fermement contre l'injection, il commence à douter aussi des vaccins pédiatriques. Et c'est ça qui est bien, que l'être humain est capable de réfléchir, parce que c'est ça le but. D'échanger, mais malheureusement, moi, je suis pas très optimiste dans ce domaine-là. Il faut que les responsables soient convoqués en justice, comme aux États-Unis. Hein, le Dr Fauci, je crois qu'il fait quelques frayeurs aux responsables, aux grands gourous de la vaccination en Allemagne, le Dr Drosten et d'autres, Spahn, Villa. Il faut qu'ils soient convoqués, il faut qu'ils soient dans un cadre contraint à dire la vérité, il faut qu'ils soient condamnés pour leurs actes. Mais après, pour l'échange, je suis entièrement d'accord, je donne une idée, je reprends ton idée. En Allemagne, en Bavière, les parents se retrouvent autour d'une bière dans les Biergarten. Donc, ils parlent des vaccins. Voilà, c'est aussi le docteur Ronny Weichel qui nous raconte ça. De plus en plus de parents deviennent sceptiques. Ils se retrouvent, ils discutent. Et voilà, et chacun peut dire son avis, et chacun fait sa décision en toute liberté. C'est ça, on défend la liberté. Si certains veulent se faire piquer 3 fois par jour, ils peuvent, s'ils veulent, à la limite. Par contre, ceux qui ont un doute, qui craignent pour leur santé,
mais qu'on les laisse réfléchir. C'est bien notre droit personnel d'avoir une possession de notre corps, une non-violation de notre corps. C'est le code de Nuremberg. Alors tout à l'heure, quand tu parlais du garde d'asile, je voulais te poser une question, puis finalement on a enchaîné sur autre chose. Donc le garde d'asile, on rappelle que c'est le vaccin contre le HPV, le papillomavirus. Tu disais, depuis qu'il y a les campagnes de vaccination, le vaccin a augmenté. Tu parlais du prix ou tu voulais dire le HPV a augmenté? C'est-à-dire, le HPV, peut-être... Ouais, parce qu'il me semblait bien que tu avais fait un lapsus et je voulais le reprendre. Ouais. Donc, le HPV a augmenté après des campagnes massives de vaccination. C'est le docteur Gérard Delpine qui le montre à travers ses conférences et ses livres. C'était en Suède, c'était en Angleterre, c'était en Australie. Et là aussi, je fais juste une parenthèse. Le docteur Gérard Delpine et le docteur Ronnie Weichel. Ronnie Weichel fait aussi des conférences contre le garde d'asile et l'informe sur le HPV parce qu'il est bien passé, il est gynécologue. Et ils échangent, ils prennent les documents communément, donc c'est plus riche et ils vont, ce qui est prévu, de faire aussi des actions par la suite communément. Mais c'est ça qui est riche aussi, d'avoir des arguments des uns ou des autres qui se complètent. Et voilà, donc pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je voulais démontrer par là, c'est-à-dire le docteur Gérard Delpine, que ce vaccin, l'efficacité n'est absolument pas démontrée et c'est un vaccin dangereux. Ça, ce serait un débat très intéressant à avoir, par exemple. Est-ce que depuis qu'il y a les campagnes de vaccination contre le papillomavirus, contre le HPV, est-ce que le papillomavirus a augmenté? Oui ou non? Et ça serait intéressant, à partir des chiffres, des données, est-ce que vraiment est-ce que c'est suffisamment, est-ce qu'il s'est déroulé assez de temps pour qu'on puisse apporter une réponse certaine, oui ou non? Les méthodes de calcul ont-elles évolué et depuis quand? Aujourd'hui, comment on détecte, comment on dépiste? Vraiment, mais entrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, s'il y en a qui sont prêts pour ça, moi, je le suis. Voilà, je le répète. Tout à fait. Il faut échanger et surtout, ce qu'on aimerait voir, parce qu'on nous demande toujours d'avoir le dernier document, de demander à ces médecins, mais trouvez-moi les études randomisées. Ce que Big Pharma a fait, ils n'ont pas de groupe placebo, ils ont un groupe avec l'ancien vaccin. Ils comparent avec le nouveau. Donc, ce sont des études totalement truquées. Montrez-moi une étude comme Big Deltree avec un vrai groupe placebo. Et comme dit le docteur Gérard Delpine, il faut un recul sur de très très longues années pour vraiment démontrer une efficacité quelconque. Alors on ne peut pas vraiment juger actuellement. Et c'est pour ça que ce que tu lances c'est super. Il faut un débat et on aimerait bien les voir, ceux qui défendent ces vaccins pédiatriques et aussi le vaccin Covid. On aimerait bien entendre leurs arguments et surtout connaître leurs sources. Mais je crois qu'on va terminer là-dessus, Andreas, sauf si tu as quelque chose d'important à ajouter. Tu te dis là, c'est le moment. Je pense que nous devons continuer à informer et à alerter. J'ai peut-être, parce que je travaille beaucoup avec les médecins allemands, juste une information à donner pour les victimes, parce que je suis convaincu au fond de moi, la reconnaissance viendra via des victimes et via les médecins qui sont poursuivis, parce que ce sont des personnes qui ont subi énormément de douleurs, de souffrances. Je le sais avec mon épouse Clotilde, on essaie de s'engager aussi avec d'autres associations pour les victimes,
En Allemagne, il y a 2 labos. C'est Immodia, qui a été créé par l'association des médecins et des scientifiques indépendants qui se trouve à côté de Berlin, à Falkensee. Et il y a un autre labo qui est dirigé par la professeure Brigitte König, c'est Magdeburg Molecular Detections. Ces labos-là, pour ceux qui ont un doute, ils peuvent analyser le sang pour savoir s'il y a encore une présence de la protéine spike dans les cellules, dans le sang, et ils peuvent aussi donner des repères sur des éléments perturbés au niveau de l'organisme, au niveau des cytokines, au niveau des anticorps avec les analyses de ces 2 facteurs. S'il y a encore de la présence donc de ces facteurs perturbateurs. Et ensuite, le professeur Zuckerhut Bhakdi, elle a toujours dit il faut des preuves devant les tribunaux. Et quand on voit que la spike se trouve encore 3 ans après, 4 ans après, c'est tout le contraire de ce qu'ils nous ont raconté. Et ensuite, c'est ma conclusion pour moi. L'objectif maintenant, on poursuivra l'engagement, mais c'est pour les victimes. Il faut qu'on trouve, et il y a des choses qui se préparent, les meilleurs traitements, les meilleures thérapies pour les aider, surtout avec des médecines naturelles et comment dire, qui sont aussi en contraste avec les médicaments de Big Pharma qui vendent parfois très cher. Je pense qu'il faut surtout trouver du côté de la médecine naturelle des médicaments pour les soulager et pour avancer. Et c'est pour ça que cette association allemande travaille avec 1500 thérapeutes et médecins, parce que quand une victime appelle, ils vont les guider vers un thérapeute ou quelqu'un qui a l'expérience et qui a des réussites, les guider au niveau local. Parce que comme les victimes, il y en a, la plupart ne peuvent plus travailler. Ils ont été ruinés aussi financièrement. Il faut qu'on trouve de l'écoute et de l'assistance médicale à proximité. Et c'est ça que je me souhaite, qu'il y a le public qui nous écoute, un engagement au niveau des associations comme Verity, comme Avictim, comme on a eu notre dose, comme Viac 19, et comme ça, on avancera. Et je suis convaincu qu'on arrivera à des résultats tangibles et ça passe par des victoires d'étape. Alors j'espère que oui, les traitements vont évoluer parce que bon, certains, malgré toutes les tentatives, nous ont quittés. Hein, comme une pensée pour Mélanie Maupin en particulier. Oui. Vraiment, voilà, que j'y pense régulièrement. Alors, nous avons fait aussi toute une série de portraits que vous pouvez trouver sur notre chaîne chaque jour depuis bientôt 2 semaines, je crois, ou à peu près. On publie un portrait d'une victime d'effets secondaires. Il y a Lazare, un de nos collègues qui prépare un documentaire sur justement les victimes des effets secondaires. Très bien. Et donc là, chaque jour, il y a un portrait en noir et blanc, très émouvant, très poignant, qui sort sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder les témoignages. Alors je dis pas ça juste regardez notre chaîne, waouh, regardez notre super programme. Non, c'est vraiment prenez conscience. Bon, le public de Nexus l'est déjà conscient pour la plupart, mais n'hésitez pas à partager ces témoignages à d'autres personnes qui sont encore dans le déni. Il y en a encore qui sont dans le déni ou encore qui disent oui, mais par rapport aux bénéfices-risques, oui, il y a eu des dommages collatéraux, oui, il y a eu des victimes, mais par rapport à tous les bienfaits que ce vaccin a eu, dommage pour eux. Sauf que
ça serait bien de pouvoir décider. Peut-être qu'il y a des avantages à être vacciné, peut-être qu'il y a des avantages à ne pas l'être pour certains, selon notre constitution, selon notre psyché aussi. Quand on est persuadé que quelque chose va nous faire du mal aussi, ça peut nous en faire davantage. Ou inversement, enfin bref, qu'on puisse choisir, voilà, qu'on puisse choisir. Ça, c'est hyper important, la liberté vaccinale. Quand on dit les anti-vax, arrêtez avec vos anti-vax. Oui, il y en a qui sont anti-vax, ils sont anti-vaccins, ils sont anti-tout. Mais il y en a, ils sont pour la... Et puis même, il y en a qui sont anti-vax pour eux-mêmes, mais pour la liberté vaccinale pour autrui, comme on vient de l'exposer encore aujourd'hui. Ça n'est pas parce qu'on est contre le vaccin pour soi-même qu'on est contre le vaccin pour tout le monde. Et puis même si on est contre le vaccin pour tout le monde dans notre fort intérieur, on peut être pour la liberté vaccinale, que les gens se fassent vacciner s'ils le souhaitent. Voilà. Donc, qui sont les plus totalitaristes? Ceux qui veulent imposer les injections ou ceux qui veulent qu'on puisse choisir? C'est qui les fachos? On dit les fachos aussi pour les complotistes, les fascistes. Non, mais qui est fasciste dans l'histoire? Excuse-moi, Andreas, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est le 3e coup de gueule. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais tu as raison. Hein. C'est un glissement vers l'État qui est malheureusement de plus en plus totalitaire. Hein. On n'est plus dans une démocratie, hein, il faut être honnête, hein, parce que les indicateurs sont là au niveau de la restriction de la liberté d'expression, des poursuites, et voilà. Il faut qu'on retrouve le bon sens, hein, il faut qu'on travaille dans l'intelligence du bon sens et de la liberté. Et, quand on est contre je disais, quand on est contre les médecins qui n'ont pas voulu vacciner et qui ont fait des faux documents, là, mon Dieu, mais on va jusqu'à les mettre en prison. Mais le médecin qui a prescrit un vaccin, et ce vaccin, il y a eu la preuve, parce que maintenant ça existe, il y a des ponts qui sont faits entre le vaccin et certaines maladies, d'ailleurs parfois incurables, voire même des décès. Qu'est-ce qu'on va faire à ce médecin aussi? On va le mettre en prison? On va rentrer là-dedans? Il y a des médecins qui croyaient bien faire à l'époque. Il y a des médecins qui croyaient bien faire. Eh ben, il y a des médecins qui croyaient bien faire en ne vaccinant pas. On va tomber dans un système comme ça, on va tous se juger les uns les autres, on va mettre tous les médecins en prison. Si on rétablit la liberté de soigner, comme on le souhaite, ça, voilà, on oublie ça, la prison pour les médecins. Oui, pardon, Andreas, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, juste un chiffre qui m'a interpellé énormément. C'est peut-être pour moi un des chiffres clés en Allemagne. Le docteur Helmut Sterz, qui était l'ex-chef toxicologue chez Pfizer pendant de nombreuses années, pour la grande Europe. Personne connaît mieux ce qui se passe à l'intérieur au niveau des tests, des études que le docteur Helmut Sterz. Il était convoqué en Allemagne à la commission d'enquête. Il a dit, en très peu de temps, avec la vaccination, il y a eu 60 000 morts en Allemagne. Je l'ai entendu 150 fois le chiffre. Il se base uniquement sur les déclarations des morts de l'Institut Paul Ehrlich et du RKI, l'Institut Robert Koch, et il fait un calcul par rapport à la sous-déclaration. Donc, il prend les milliers de cas déjà et il calcule un chiffre juste parce qu'en Europe, il y a une sous-déclaration. Donc, ce chiffre-là m'a fait froid dans le dos, mais c'est un chiffre qui frôle plus que tous les autres chiffres, certainement la réalité. Et c'est pour ça que il faut que ces médecins, comme tu dis, hein, qui ont peut-être cru à cette injection, il faut qu'ils se rendent compte que l'honneur consiste à avouer qu'on s'est trompé et on revient en arrière et on fait autrement parce que ils ont abîmé quand même des enfants. Il y a beaucoup de blessures et beaucoup d'handicapés et beaucoup de victimes et il faut que ça cesse tout simplement parce que ces vaccins sont toujours recommandés. Et c'est ça qui est incompréhensible. Hein. Ils foncent dans le mur, ils se tapent la tête contre le mur et continuent à se taper la tête contre le mur. Donc, nous, on a compris qu'il faut réfléchir
avec des gens qui sont qui travaillent dans le bon sens. Ben, merci Andreas. On se dit à bientôt. Hein, à parce que bientôt. tu es très engagé, donc si on refait une interview dans 3 mois, je pense que tu auras encore plein de choses à dire. Parce que on va essayer de suivre. Hein. Continue à m'envoyer les informations au fur et à mesure. Alors on n'arrive pas à faire une vidéo à chaque fois, mais on va essayer d'être un peu plus discipliné maintenant. D'accord. Donc, oui, je suis aux ordres. Hein. J'ai toujours écouté ce qu'on me dit. Hein. et voilà, je te remercie parce que c'est grâce aux médias indépendants que les victimes, ces médecins sont visibles et que ça avance. Hein. Et je vois beaucoup de signes positifs, surtout depuis les États-Unis ces derniers jours. Que ceux qui étaient dans la lumière, ils sont bien dans la lumière de l'enfer actuellement. Et ça, c'est peut-être pas mal. Allez, merci Andreas. Merci. Au revoir et à la prochaine. Merci, chers auditeurs de Nexus, d'avoir suivi cet entretien. Ça fait plaisir d'avoir des personnes comme Andreas. Hein. On a eu Kyria aussi cette semaine. Kyria, très engagée dans tout ce qui concerne l'agriculture, le vaccin contre la DNC. Voilà, il y a des gens qui préfèrent favoriser la loi de la conscience à la loi des tribunaux, dans certains cas. Quand ils estiment que la loi des tribunaux est illégitime, eh ben ils écoutent leur conscience et ils désobéissent. Et on n'est pas là pour encourager la désobéissance coûte que coûte, mais à un moment donné, quand quelque chose nous semble absurde, insensé, que doit-on faire? Obéir ou écouter une voix plus profonde qui nous dicte ce qu'il faut faire de juste, de bon pour soi et pour les autres. Alors n'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, je ne l'ai pas dit en début de vidéo parce que c'est vrai que je le dis souvent et que c'est un peu toujours la même chanson, mais le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention. Et sans vous, lecteurs, sans vos abonnements, sans vos achats en kiosque, sans vos cadeaux pour d'autres, en offrant le magazine Nexus, eh ben, nous ne pourrions pas vous proposer des contenus en accès libre, gratuits, comme celui qui vient de s'achever. À très bientôt. Merci beaucoup et profitez du mois d'août, même s'il fait très chaud et malgré les incendies et les événements désagréables. Essayons de profiter de la vie quand même. Merci.